parole. On va faire une intervention à deux voix, exactement deux interventions, tout en disant qu'on paraît bien faible par rapport à ce qu'on vient d'entendre. Je trouve que c'est très difficile de parler après le professeur Beru qui a tant cité le père Brzezinski, pour qui j'ai une réelle admiration. Pas le professeur Beru, mais le père Brzezinski. Et puis, le professeur Beru aussi, bien sûr, mais comme j'ai eu son fils comme étudiant, c'est pas tout à fait pareil. Et puis, on va parler après M. Emmanueli, et ça, c'est beaucoup plus difficile parce que nous, on a beaucoup plus un langage de technicien, de professeur, etc. Donc, ces interventions juridiques vont commencer par Madame Vignon-Barrault. Je te cède la parole, très chère. Merci beaucoup, Hervé. Oui, il est bien difficile d'arriver sur la technique juridique après avoir façonné la patte humaine, si bien présentée, si bien évoquée par le professeur Emmanueli. Alors, je vais pour ma part envisager la précarité sous l'angle des droits et libertés des personnes en situation de précarité dans le cadre de la relation de soins avec les professionnels de santé au sens large. Et pour commencer cette communication, je rappellerai que l'accès à la santé pour tous est depuis longtemps déjà au centre des politiques publiques, notamment depuis la loi qui a été évoquée du 29 juillet 1998 relative à la lutte contre les exclusions, qui vise au premier chef, bien entendu, les personnes présentant des situations de précarité. Et en particulier, toutes ces personnes précaires, ces populations démunies, parce qu'il y a beaucoup de périphrases maintenant pour parler des personnes en situation de précarité, les populations défavorisées, les personnes les plus démunies, les SDF, les sans-abri, mais elles ont toutes un point commun au fond, c'est qu'elles présentent des déficits de santé qui sont liés à des conditions de vie dégradées, comme nous le montrait tout à l'heure, notamment Monsieur Emmanueli. Ces personnes sont enclines à contracter bien évidemment plus facilement les virus et à les propager, ce qui est particulièrement vrai à l'heure où l'épidémie de coronavirus n'est toujours pas maîtrisée. Et comme cela a été parfaitement décrit avant moi, il existe de fait une inégalité sociale face au risque d'être contaminé et face à la prise en charge. Ce qu'on peut dire à propos de la position des pouvoirs publics, c'est qu'il y a depuis une trentaine d'années de véritables politiques volontaristes en faveur des plus démunis, en faveur des populations défavorisées. Mais malgré tous les efforts qui sont déployés par les pouvoirs publics, et c'est ça qui est un petit peu rageant, si je puis dire, c'est que les difficultés d'accès aux soins, et puis ensuite l'accès non seulement aux soins, mais aussi le bénéfice d'un suivi de qualité, eh bien, persiste, ce qui évidemment nous invite à nous interroger sur l'efficacité des politiques publiques mises en œuvre, et puis à examiner aussi de manière plus fine comment les professionnels de santé interagissent avec les populations en situation de précarité, en évaluant à la fois les droits et libertés des uns, c'est-à-dire des populations défavorisées, et puis aussi, et c'est là des aspects un peu plus juridiques, les responsabilités qui éventuellement peuvent être encourues par les professionnels de santé qui n'auraient pas fait le nécessaire pour prendre en charge les personnes en situation de précarité. Avant cela, quelques mots sur les multiples visages de la précarité. Et puis un retour sur l'étymologie du terme précaire qui vient du latin precarius, qui signifie obtenu par la prière. Et c'est quelque chose finalement d'assez étonnant, d'assez surprenant. La précarité, c'est la prière. Comment rester silencieux face à la précarité, à la prière de ceux qui n'ont rien, de ceux qui sont les invisibles, les minuscules de nos sociétés tellement nantis. Et nos sociétés contemporaines se doivent plus que jamais de répondre à la prière des personnes en situation de précarité, sans quoi c'est la démocratie elle-même qui vacille. Et Michel Serres l'avait déjà relevé lorsqu'il disait que nous n'avons jamais vécu en démocratie dès le moment où nous laissons vivre à côté de nous des hommes détruits par la plus grande des pauvretés.
Et si la précarité et la pauvreté sont intimement liées, en réalité, la notion de précarité revêt un contenu plus large qui peut être appréhendé par des indicateurs, différents indicateurs tels que l'incertitude, l'instabilité, la vulnérabilité ou la fragilité. Avec cette remarque, et mon collègue et ami en parlera tout à l'heure, avec cette remarque que la vulnérabilité, elle a un contenu juridique qui est beaucoup plus précis en droit. La précarité, ça n'est pas véritablement un concept juridique, même si on le retrouve très fréquemment dans le Code de la santé publique, notamment à travers tous les dispositifs et les permanences de soins qui ont été évoqués tout à l'heure, qui reprennent ce terme de précarité. Sur le plan philosophique, pardon Aurélien de dire quelques mots à ce sujet, mais Guillaume Leblanc, qui est l'auteur de Vie ordinaire, vie précaire, l'appréhende comme un état social et mental intermédiaire, suivant un schéma idéal typique entre d'un côté un régime d'inclusion qui serait parfait, et de l'autre un système d'exclusion pure. Alors véritablement, cette vision manichéenne des choses n'existe pas, mais c'est pour situer la personne précaire comme étant au milieu du guet, comme étant une personne dotée de quelques propriétés sociales, mais privée des propriétés sociales fondamentales. Et parmi ces propriétés sociales fondamentales, il y a bien évidemment le logement et aussi la santé, puisqu'on l'a compris, sans la santé, rien n'est possible. C'est la propriété fondamentale par essence. Et c'est lorsque cette propriété fondamentale qu'est la santé n'est plus présente que l'on arrive sur le chemin de l'exclusion. Et selon ce philosophe, qui me paraît faire très bien le lien entre les propriétés sociales fondamentales et les droits fondamentaux, eh bien, selon ce philosophe, les propriétés sociales fondamentales qui conditionnent l'intégration dans la société doivent se traduire en droits fondamentaux opposables à la puissance publique. Alors, la précarité dont il est question ici, c'est évidemment la précarité économique, mais la précarité, elle est multiforme. Il y a une précarité matérielle qui est une forme de précarité économique, mais il y a aussi une précarité sociale qui découle bien souvent de la précarité matérielle et économique. Et quand on a affaire aux populations très défavorisées dont il a été question tout à l'heure, on s'aperçoit que ces populations défavorisées sont en fait le fruit d'une addition des précarités. Précarité sociale, précarité morale, précarité matérielle. Donc c'est ici une addition des précarités qui aboutit à l'extrême pauvreté, à l'extrême précarité. Précarité aussi dans le logement, rupture affective, désinsertion sociale, perte des facultés d'adaptation, absence de titre de séjour en règle. Aujourd'hui, les personnes sans domicile représentent 300 000 personnes et celles qui vivent avec moins de 700 € par mois représentent 2,2 millions de personnes. Donc on le voit, ce phénomène de la précarité, il touche énormément de monde avec des populations de plus en plus diverses, ce qui rend l'approche de la précarité et les soins d'autant plus difficile parce que ce sont des populations qui sont très différentes, et pas seulement les sans-abri, qu'il s'agisse de chômeurs, de personnes âgées en grand état de solitude, de femmes enceintes et de familles monoparentales, de malades, de migrants, d'exclus sociaux, de travailleurs pauvres, d'étudiants aussi, ce qui a été encore rendu plus criant avec l'épidémie de coronavirus. La crise sanitaire liée à la Covid-19 a significativement exacerbé les situations de précarité existantes et en a créé d'autres encore. Alors sans reprendre les chiffres, la mortalité et la morbidité sont augmentées du fait de la précarité, puisque la précarité induit des causes de comorbidité encore plus importantes. Malgré, comme je le disais tout à l'heure, l'existence d'un corpus juris qui garantit en théorie une prise en charge égalitaire des personnes précaires. Alors, je l'évoquais tout à l'heure, la loi du 29 juillet 1998 a institué de multiples dispositifs tels que le programme régional d'accès à la prévention aux soins, le PRAPS, afin de lutter contre les pathologies aggravées par la précarité ou l'exclusion,
et afin de garantir un accès universel au système de santé médico-social. Sur le plan théorique, pour en revenir un petit peu au droit, le bloc de constitutionnalité consacre le droit à la protection de la santé de tout individu et le Code de la santé publique souligne expressément que le projet territorial de santé mentale doit répondre aux problématiques des populations à risque spécifiques que sont notamment les personnes en situation de précarité. Alors j'évoquais les nombreux dispositifs, l'aide médicale d'État, l'aide complémentaire santé, les équipes mobiles psychiatrie santé, les permanences d'accès aux soins santé, le plan pluriannuel de lutte contre la pauvreté et pour l'inclusion sociale, tous les programmes d'accès à la prévention ou aux soins gérés par les agences régionales de santé, etc. On a souligné tout à l'heure le rôle essentiel de nombreuses associations humanitaires qui sont actives dans le domaine de la santé, mais malgré le déploiement de ces moyens considérables, la situation des personnes précaires que j'ai visées tout à l'heure reste extrêmement inquiétante. Pour les populations défavorisées, et c'est malheureux de devoir le dire, la santé reste un luxe et pour eux une préoccupation secondaire. Derrière cet enjeu de santé des personnes précaires se pose plus généralement celle de l'inclusion et du bien-être de tous les membres de la société qu'a parfaitement mis en lumière le professeur Emmanuelli. Et cette question des soins des populations défavorisées, elle convoque pour le juriste les principes d'équité, d'égalité et de justice sociale, dès lors que cette précarité induit une incapacité véritablement des personnes précaires à jouir de leurs droits pourtant fondamentaux. Et c'est ça le point important. En particulier, il existe aujourd'hui des droits fondamentaux, droit fondamental à la protection de la santé, droit à la dignité, qui font partie du bloc de constitutionnalité. Et c'est là que le bas blesse. La législation française a fait son travail, elle reconnaît un droit fondamental à la protection de la santé, elle reconnaît un égal accès aux soins. Il existe un corpus de règles dans la Constitution et dans divers codes, à commencer par le Code civil, à l'article 16, qui garantit la préservation du corps humain. Mais malgré cela, malgré tout un millefeuille juridique de textes, le législateur peine à aplanir les inégalités de soins aplanir donc les inégalités de soins en faveur des personnes les plus précaires, qui subissent des retards dans les soins et ont bien souvent des parcours de soins erratiques quand ils ne renoncent pas, cela a été dit, purement et simplement à se faire soigner. Et, on va le voir, aucun stade du parcours de soins n'est épargné. Tantôt l'absence de soins, cela a été souligné, procède du renoncement aux malades, mais il existe aussi ce que le Code de la santé publique appelle le refus de soins discriminatoire, qui émane cette fois des personnels de santé qui refusent de traiter certaines personnes précaires qui bénéficient d'une aide aux soins. Et donc, dans ce cas-là, évidemment, c'est toujours mieux de le dire devant des médecins chez lesquels on ne peut pas présumer qu'ils refusent de traiter des malades, mais il existe, nous verrons, des rapports et études qui ont montré que ces refus de soins de la part des professionnels existent encore. Alors, deux textes récents ont introduit dans le Code de la santé publique des mesures phares qui sont destinées à lutter contre les freins puissants qui existent aujourd'hui à l'accès aux soins pour les plus pauvres. D'abord, la loi de 2016 a introduit la médiation sanitaire et l'interprétariat linguistique aux articles D 1110-5 à D 1110-7 du Code de la santé publique, et puis un décret de 2020 a intégré de nouveaux articles qui organisent, ce dont je vous parlais précédemment, la sanction des refus de soins discrétionnaires. Mais il n'est pas sûr, bien que ces dispositifs de sanction et la médiation sanitaire soient utiles, il n'est pas sûr que cela suffise, parce que le non-recours aux soins
le refus, ce que vous avez appelé tout à l'heure le refus de soins des malades, est toujours la problématique fondamentale. Et là où les choses se corsent encore, c'est que les lois qui sont créées depuis déjà de nombreuses années sont très difficilement accessibles, alors que les pouvoirs publics proclament la nécessité de la lisibilité, de l'accessibilité aux droits. Les textes en matière de santé publique n'ont jamais été aussi difficiles à lire et à comprendre. Il y a aussi une instabilité de la règle juridique qui résulte de ce que certains de mes collègues ont appelé une diarrhée législative, qui complique aussi les parcours de soins. Les termes changent, la CMU a changé de dénomination, donc tous les termes changent à tort et à travers, de sorte que la présomption de connaissance de la loi qui est opposable à tout le monde n'a plus réellement de contenu. Et ça, évidemment, ce qui est vrai pour nous, l'est encore plus pour les personnes précaires et le besoin pour elles de comprendre les parcours de soins. Donc il faudrait très certainement à un moment donné aussi remettre à plat les textes et pouvoir avoir un discours clair en évitant la multiplication des acronymes et la multiplication des parcours qui sont, il faut le dire, pour tout le monde très difficiles à comprendre. Alors, dans le cadre de cette étude, je vais étudier deux points distincts. D'abord, dans une première partie, la précarité comme obstacle à l'accès aux soins, et ensuite, dans un deuxième temps, la précarité comme obstacle au bénéfice de soins continus et de qualité. Donc tout d'abord, la précarité comme obstacle à l'accès aux soins. Premier point. Deux choses, deux éléments sur lesquels j'irai assez rapidement parce que ici, je crois que le public est surtout composé de médecins et moins de juristes. D'abord, premier volet dans le cadre de la précarité comme obstacle à l'accès aux soins. Ce qu'il faut relever, je l'ai dit, ce sera l'objet d'un grand tas, il y a une multiplicité de textes en faveur de l'accès aux soins des personnes en situation de précarité. D'abord, avec une fondamentalisation des droits et des libertés qui sont offertes aux personnes précaires. Plusieurs textes. Je l'ai dit tout à l'heure, le droit à la protection de la santé est un droit fondamental de la personne humaine qui est visé à l'article 11 de la Constitution du 27 octobre 1946 et qui est intégré au bloc de constitutionnalité. Et il faut être très clair là-dessus. Il existe un droit à la protection de la santé, mais il n'y a pas un droit à la santé, conçu comme un droit subjectif qui serait opposable au pouvoir public. Qu'est-ce que cela signifie ? Même si l'État peut beaucoup, il n'est pas question de considérer que l'État a pour mission, a pour fonction d'assumer la tâche évidemment impossible, même pour l'État-providence, de garantir la santé à chacun, même aux personnes précaires. Donc il n'existe pas de droit subjectif à la santé. En revanche, il existe un droit à garantir la protection de la santé de chacun, ce qui revient en réalité à garantir un droit d'accès. C'est l'article L 1110 du Code de la santé publique qui le prévoit. Toute personne qui intervient dans le système de santé doit respecter ce droit, y compris l'usager qui doit veiller à préserver son capital santé. Alors évidemment, cela fait un peu sourire quand on pense aux personnes précaires, cela relève de la pétition de principe. Comment veut-on que des personnes en extrême précarité puissent prendre soin de leur santé alors qu'elles ne sont même pas en capacité de se trouver un toit pour vivre? Mais la pétition de principe qui est celle des pouvoirs publics, c'est tout de même que les pouvoirs publics doivent pouvoir garantir à chacun un égal accès aux droits, ce qui suppose que tous les individus, y compris les personnes précaires, bénéficient d'une prise en charge financière de leurs soins. Donc elle est aujourd'hui garantie depuis le 1er novembre 2019 par le biais de la complémentaire santé solidaire. Car outre la loi du 21 juillet 2009, dite HPST, et la loi du 26 janvier 2016 de modernisation du système de santé, qui ont renforcé ces dispositifs, l'ensemble a été modifié par la loi du 24 juillet 2019, relative à l'organisation et à la modernisation du système de santé, qui intègre un plan Ma Santé
2022. Plan Ma Santé 2022 qui a déjà fait l'objet d'un certain nombre de critiques. À côté de ce droit à la protection de la santé, le respect de la dignité est aussi un droit fondamental de la personne humaine qui est visé à l'article L 1110-10-2 du Code de la santé publique. Et là aussi, le principe figure dans le bloc de la constitutionnalité et se trouve protégé par la Convention européenne des droits de l'homme. La protection de la santé des plus précaires est aussi un droit à une obligation déontologique du côté des médecins, puisque selon les termes du serment d'Hippocrate, il est une obligation déontologique, mais aussi un objectif qui s'inscrit dans un cadre plus large, qui est celui de la santé publique en lien avec le système de protection sociale. Donc il y a véritablement ici, vous voyez, des droits fondamentaux au soutien d'un accès égalitaire aux soins pour les personnes les plus précaires. Et à ce sujet, le droit de la santé s'est enrichi depuis la loi du 26 janvier 2016, dite loi de modernisation de notre système de santé, d'un système de médiation de nature à créer un accès égalitaire à la santé. C'est l'article L 1110-13 qui prévoit désormais l'élaboration de référentiels de compétences, de formation et de bonnes pratiques pour définir et encadrer les modalités d'intervention des acteurs qui mettent en œuvre ou participent à des dispositifs de médiation en santé et d'interprétation linguistique. Ces nouveaux dispositifs, ils visent à améliorer l'accès aux droits, à la prévention et aux soins des personnes éloignées des systèmes de prévention et de soins en prenant en compte leurs spécificités. Donc cette nouvelle médiation sanitaire, elle propose une nouvelle forme de médiation et elle désigne finalement la fonction d'interface qui est assurée entre les personnes vulnérables, éloignées du système de santé, et les professionnels qui interviennent dans leur parcours de santé. Et cela afin de faciliter l'accès de ces personnes aux droits qui sont prévus par le Code de la santé publique, notamment en ce qui concerne la prévention et les soins. Et surtout, cette médiation sanitaire, elle vise à favoriser leur autonomie dans le parcours de santé en prenant en compte leurs spécificités. Donc là, évidemment, cette nouvelle médiation sanitaire, qui est extrêmement récente, elle s'adresse en priorité à ces populations précaires. Mais là, le mécanisme est évidemment, comme je vous le disais, d'une très grande récence, donc on a encore très peu de retours sur l'efficacité et l'effectivité de ces nouveaux dispositifs. Les populations qui sont visées sont les migrants, les demandeurs d'asile, les personnes en situation de précarité et d'isolement, les mineurs isolés. Elle vise aussi les situations de crainte ou de méconnaissance du système de soins, avec des systèmes d'information, de réassurance et d'accès aux droits, afin de favoriser une prise en charge dans les meilleurs délais et d'accélérer l'accès à la prévention et au dépistage. Donc il s'agit à la fois de faciliter l'accès aux droits et la prévention pour les personnes vulnérables, et puis aussi, ça c'est le deuxième volet, de sensibiliser les acteurs du système de santé sur les obstacles que rencontre le public dans l'accès aux soins. Donc ici, le médiateur de santé, il a un rôle de tout premier ordre parce qu'il va finalement créer du lien et participer à un changement des représentations et des pratiques entre le système de santé et des lois qui sont extrêmement complexes, c'est un tissu qui est extrêmement dense, et puis les personnes précaires qui ont besoin d'être informées et de créer un rapport de confiance. Donc cette mission, elle s'inscrit dans l'ambition de la Haute Autorité de Santé d'œuvrer à un système de santé de qualité, efficient et accessible à tous. Malgré ces textes, malgré cette nouvelle médiation sanitaire, on observe qu'il reste des obstacles à l'accès aux soins. En réalité,
les personnes précaires, même si tout professionnel de santé se doit en principe de traiter, d'accompagner et de soigner tous les malades sans distinction d'âge, de sexe, de religieux, de couleur de peau, de fortune, malgré cette règle qui est visée à l'article L 1110-1 du Code de la santé publique, eh bien, les personnes précaires ont tout de même du mal, comme je le disais, à accéder aux soins. Deux raisons principales: le non-recours aux soins des personnes en situation de précarité, qui conduit à s'interroger sur l'efficacité et l'effectivité des politiques sociales. Alors, comment se définit le non-recours aux soins? Il n'y a pas véritablement de définition, mais grosso modo, le phénomène du non-recours, il se définit comme l'absence de consultation d'un médecin au cours de l'année écoulée, ou alors, pour d'autres organismes, pendant 1 ou 2 ans. Une approche plus fine du non-recours a été proposée dans les études de l'Institut de recherche et de documentation en économie de la santé, intégrant des variables un petit peu plus fines, telles que le comportement face à un épisode douloureux, la réaction face à un problème dentaire, ou l'observance du comportement des personnes précaires. Mais le dénominateur commun à ces différentes définitions, c'est que le non-recours aux soins est l'absence de consultation médicale au cours d'une période donnée. Et évidemment, c'est typique des populations précaires. Alors, les causes du non-recours sont variées, elles ont été étudiées notamment par Anne Laude, qui est une juriste qui s'intéresse tout particulièrement aux populations précaires. Alors, en quoi cela consiste? Méconnaissance des droits et des structures de soins, barrières linguistiques, difficultés administratives, absence de droits en soins en France, complémentaires trop chers, impossibilité d'avance des frais, absence de carte vitale, mauvaise expérience dans le système de soins. Et ça rejoint très bien ce que vous disiez, madame, tout à l'heure. J'ai pas envie d'aller à l'hôpital parce que je vais être mal reçue, parce que je suis sale, parce que j'ai honte. Et différents rapports et études s'intéressent aux liens qui unissent la précarité et le non-recours aux soins. Et les chercheurs ont constaté des disparités importantes, et ça c'est plus ennuyeux, selon les départements, parce que certains départements facilitent l'accès des précaires, là où d'autres beaucoup moins. Non-recours, renoncement aux soins, refus de soins. Si les causes sont multiples, les discriminations ou les craintes d'une stigmatisation s'ajoutent à un problème de solvabilité des personnes défavorisées. Alors, toutes ces problématiques, elles sont pointées du doigt depuis longtemps et font partie des objectifs des pouvoirs publics pour prévenir et lutter contre la pauvreté. Et il n'est pas inutile de mentionner les résultats d'une étude qui est assez récente, puisque c'est une étude qui date de novembre 2019, auprès de 1500 cabinets médicaux, qui révèle qu'en moyenne, tenez-vous bien, 12% des cabinets médicaux discriminent les patients bénéficiaires d'une aide à la complémentaire santé, avec des disparités importantes, là aussi, selon les départements. Et puis, par ailleurs, il y a un autre problème dont on n'a pas vraiment parlé encore, c'est le développement du tout numérique. Le développement du tout numérique qui est un frein à la réalisation de leur démarche par les plus précaires en raison de la fracture numérique. Et notamment, cet obstacle, il a été parfaitement décrit par la défenseure des droits, Claire Hédon, qui souligne, qui avait invoqué une thèse qui a été écrite récemment et qui montre bien que les personnes précaires n'ont pas la possibilité d'avoir accès à des ordinateurs, et donc le tout numérique, c'est une barrière, c'est un obstacle bien réel aux soins. Et les démarches sont tellement importantes, sont tellement lourdes, qu'en fait, les personnes précaires qui sont déjà en grande difficulté renoncent à leur santé. C'est en cela que la santé devient finalement un luxe. Et ce phénomène du non-recours, il est sous le microscope de la défenseure des droits comme étant une source d'ineffectivité des droits des personnes en situation de précarité. Avoir des droits et ne pas pouvoir les exercer revient au même que de ne pas avoir de droits du tout. Et le droit ici, il faut être humble, les pouvoirs publics ici donnent des coups d'épée dans l'eau, malheureusement pour le moment. Et donc ce phénomène du non-recours, il aboutit au constat suivant, c'est que population précaire et population exclue du système de santé sont devenues malheureusement synonymes.
Et c'est ça qui est dramatique, malgré le pédalage, le rétropédalage du législateur, rien n'évolue véritablement. Et comme je vous le disais, c'est encore renforcé par le deuxième point que j'étudierai, qui est le refus de soins discriminatoires par les professionnels. En principe, l'article L 1110-3 alinéa 1er prévoit qu'aucune personne ne peut faire l'objet de discrimination dans l'accès à la prévention aux soins. Un professionnel de santé ne saurait donc refuser de soigner une personne pour l'un des motifs visés au premier alinéa de l'article 225-1 ou à l'article 225-1 du Code pénal, au motif notamment qu'elle est bénéficiaire de la protection complémentaire en matière de santé. Malgré cela, de nombreux professionnels continuent à discriminer et un rapport réalisé à la demande du défenseur des droits et du fonds CMU-C déposé en octobre 2019 a mis en lumière les nombreux refus de soins dans le cadre d'une étude intitulée « Les refus de soins discriminatoires liés à l'origine et à la vulnérabilité économique ». Le test il a été fait dans 3 spécialités distinctes. Alors je vous renvoie à lire ce rapport qui est disponible sur Internet, les chirurgiens dentistes, les gynécologues et les psychiatres. Et cette étude a mis en lumière que ces 3 catégories de praticiens, de fait, discriminent les personnes en situation de précarité. Alors comment définir le refus de soins ? Il se définit comme toute pratique tendant à empêcher ou à dissuader une personne d'accéder à des mesures de prévention ou de soins, ou par quelque procédé que ce soit, notamment par des obstacles mis à l'accès effectif aux professionnels de santé ou au bénéfice des conditions normales de prise en charge financière des prestations. La discrimination, elle peut être directe. Elle peut être directe lorsque, tout simplement, un professionnel refuse de soigner la personne parce qu'elle est bénéficiaire de l'aide complémentaire solidaire ou parce qu'il lui dit non tout simplement parce qu'elle est mal habillée, parce qu'elle est de couleur, parce qu'elle est précaire, ou alors de manière indirecte. Par exemple, en refusant de prendre des rendez-vous, en renvoyant le rendez-vous au calendrier. Désormais, et depuis un décret du 2 octobre 2020, il y a une procédure applicable au refus de soins et au dépassement d'honoraires abusifs ou illégaux. C'est ce décret du 2 octobre 2020 relatif à la procédure applicable au refus de soins et au dépassement d'honoraires et illégaux prévoit des sanctions contre le professionnel qui aura refusé de prendre en charge une personne. Alors, il existe une procédure assez détaillée, dans le détail de laquelle je ne pourrais malheureusement pas entrer, mais la procédure de conciliation, elle est prévue à l'article L 1110-3 du Code de la santé publique. Elle est déclinée aux articles R 1110-8 à R 1110-16 du Code de la santé publique. Et il y a ici une procédure, comme je vous le disais, assez complexe, avec d'abord un temps de conciliation, une procédure de conciliation sous l'égide d'une commission qui pourra mettre fin au litige en cas de conciliation, soit poursuivre avec un dépôt de plainte à l'encontre du professionnel de santé. Alors voilà pour, je dirais, le premier volet, l'accès aux soins. Des constats un peu synonymes, un peu identiques, peuvent être dressés à propos, deuxième partie, de la précarité comme obstacle au bénéfice de soins continus et de qualité. Premier point d'abord, je traiterai de l'obligation des professionnels de santé d'assurer la continuité et la qualité des soins malgré la précarité. Et puis ensuite, la nécessité, ça a déjà été évoqué, de rechercher le consentement du patient. Ce qui est aussi, on l'a dit, le consentement du patient, c'est ce qui fait qu'il est considéré comme un être humain, qu'il est considéré comme étant un patient à part entière. Donc tout d'abord, l'obligation des professionnels de santé d'assurer la continuité et la qualité des soins malgré la précarité.
La grande difficulté en matière de patients précaires, c'est que l'absence de domicile, l'extrême pauvreté crée des ruptures dans les soins et l'impossibilité dans laquelle se trouve le médecin de créer, de poursuivre, on l'a vu avec les plâtres oubliés, l'impossibilité de poursuivre les soins. Donc la question qui peut se poser du côté des médecins, c'est est-ce que je peux être responsable si je n'assure pas la continuité des soins? Alors oui, la faute peut toujours être recherchée au titre de l'annonce d'assistance à personne en danger, dans les cas extrêmes, avec une mise en œuvre d'une action pénale, mais pas seulement. La faute du médecin peut aussi être caractérisée s'il n'a pas mis tout en œuvre pour assurer la continuité dans les soins. Mais à ce moment-là, il faudra caractériser une faute du professionnel de santé qui n'aura pas mis en œuvre les soins consciencieux pour poursuivre les soins. Mais bien évidemment, ici, les professionnels de santé se heurtent à des circonstances très spécifiques et à l'impossibilité dans laquelle ils se trouvent de fournir les soins. Le deuxième volet qui est extrêmement important, c'est l'exigence d'une codécision du médecin avec le patient en situation de précarité. Et la grande difficulté ici, c'est que le médecin, par souci de bien faire, peut avoir tendance à passer outre le consentement du patient. Or, le patient en état de précarité n'est pas un patient en état d'insanité. Tant qu'il n'y a pas de mesure de protection juridique, tant qu'il n'est pas sous curatelle, tant qu'il n'est pas sous tutelle, on doit recueillir son consentement libre et éclairé. Donc le médecin, et ça a été très bien souligné par vous, madame, et puis par le professeur Emmanueli, le patient, même en situation de très grande précarité, a le droit de refuser les soins et le médecin doit en prendre acte. Alors, j'entends bien ce que Clotilde, tu évoquais avec moi. Le médecin est pris un petit peu entre le marteau et l'enclume et a une injonction de soins. En tant que praticien, il faut dire il faut que je le soigne, mais de l'autre, il faut avoir à l'esprit qu'il ne peut pas imposer, sauf urgence, les soins aux patients. Et ça, c'est ce que dit clairement le Code de la santé publique. Donc, la seule façon de procéder, et vous l'avez parfaitement montré tout à l'heure à l'épreuve de votre expérience de praticien, la difficulté, c'est de chercher à dialoguer, à instaurer une relation de confiance pour aller chercher, sinon ce consentement libre et éclairé, ce que le professeur Hirsch évoque sous le terme d'assentiment. Et donc, à défaut de consentement pleinement libre et éclairé, à la limite avec les personnes précaires, signer un papier, ça n'a aucun intérêt. Ce qui prévaut dans le consentement, et tu me le disais tout à l'heure, Clotilde, c'est véritablement le lien de confiance qui est le préalable nécessaire à l'expression de ce consentement. Et le risque avec la précarité, c'est que le principe de la codécision peut être altéré parce que le médecin peut se heurter à la barrière de la langue ou être tenté de présumer le consentement pour prendre la décision qu'il estime être la plus pertinente pour son patient. Et la négation du consentement peut intervenir lorsque l'obligation du médecin de prodiguer des soins se heurte au refus de collaborer. Mais ce refus de collaborer, il est aussi un droit du patient, un droit inaliénable du patient que le médecin n'a d'autre choix que d'accepter. C'est aussi ça, le bon médecin, c'est accepter que le patient précaire refuse le soin. Je vous remercie de votre attention.